Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo sur les troubles du neurodéveloppement. Aujourd'hui, nous sommes avec Lucie Nicolas, l'ergothérapeute de Kids Center. Bienvenue Bonjour. Lucie. Oui, bonjour à tous, merci pour cette vidéo. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Lucie Nicolas, je suis ergothérapeute en libéral depuis maintenant 8 ans et je travaille au sein du centre Kids Center à Castelnau-le-Lez depuis maintenant 2 ans. Et mon travail, c'est d'aider les enfants en situation de handicap scolaire qui présentent des troubles du neurodéveloppement principalement. Donc c'est un terme qu'on entend beaucoup en ce moment et c'était important de pouvoir en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Et du coup, pourquoi faire cette vidéo? Alors cette vidéo tout simplement parce que ça me tenait à cœur de pouvoir parler un petit peu plus aux adultes parce que c'est vrai que je m'occupe souvent beaucoup des enfants dans leur rééducation, dans leur réadaptation, dans leur accompagnement en tout cas scolaire. Mais c'est vrai que j'avais vraiment beaucoup envie d'accompagner aussi les adultes tout simplement à mieux comprendre et à mieux pouvoir agir aussi avec ces enfants qui présentent ces troubles du neurodéveloppement. D'ailleurs, on entend beaucoup ce terme de trouble du neurodéveloppement. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors, les troubles du neurodéveloppement, c'est souvent un dysfonctionnement lié au cerveau de l'enfant dans le cadre de son développement. Et on va dire que ça se manifeste du coup, en fait, ça se regroupe en plusieurs parties. Donc il y a les troubles de l'attention ou troubles de l'attention avec hyperactivité, TDA ou TDAH, je pense que vous avez sûrement déjà entendu ce terme. Il y a également les troubles 10, donc 10 qui vient en fait du terme trouble, donc au niveau du dysfonctionnement également. Et là, ça va être plutôt des troubles des apprentissages, donc la dyslexie, la dysorthographie, la dysgraphie. Il y a également la dysphasie, qui est le trouble du langage oral, et la dysgraphie, qui est un trouble de l'écriture. Il y a également aussi le spectre de l'autisme, donc le TSA, mais léger, donc souvent, on va dire, syndrome d'Asperger. Et on a également aussi tout ce qui va être TOP, donc c'est nouveau, c'est souvent lié au TDA. Le TOP, c'est le trouble de l'opposition par provocation également. Dernier trouble aussi qui est très important, dont on parle rarement, c'est le TDC, qui est le trouble des coordinations, anciennement appelé dyspraxie. Donc tous ces troubles en fait font partie d'une grande famille qui sont les troubles du neurodéveloppement et qui sont du coup médicalement diagnostiqués par de différents multiples professionnels de santé. Et quel est ton rôle dans tous ces troubles? Alors mon rôle principalement, on va dire qu'en général je suis souvent appelée par les parents pour tout ce qui va être trouble de l'apprentissage de l'écriture, donc la dysgraphie dont j'ai parlé. Et effectivement la dysgraphie c'est un trouble du coup qui engendre des difficultés, des manifestations, des difficultés dans l'apprentissage vraiment de l'écriture et qui est souvent aussi associé au TDA, TDAH, mais également à la dyslexie, dysorthographie, parce que forcément les troubles du langage oral-écrit vont forcément impacter aussi l'écrit. Et moi, mon rôle vraiment en tant qu'ergo, c'est souvent de mettre en place l'outil informatique, parce que du coup, ça permet de compenser certains troubles, et on m'appelle souvent pour ça. Voilà. D'accord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont stigmatisés, incompris. Souvent, on dit qu'ils ne font pas d'efforts. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors oui, effectivement, je suis souvent confrontée du coup à des difficultés. C'est-à-dire que les adultes ont souvent des difficultés à comprendre réellement ce que traverse l'enfant. C'est vraiment de réels troubles, c'est neurobiologique, c'est scientifique. Et c'est vrai qu'on a souvent des difficultés à voir parce que c'est un peu comme un handicap quand même assez invisible. Ces enfants, on ne le voit pas forcément physiquement, mais en tout cas, ils ont des réelles difficultés dans leurs apprentissages scolaires. Ça se manifeste par de la fatigabilité, par une certaine lenteur, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait qu'ils sont souvent paresseux. On leur dit souvent il faut faire plus d'efforts. Mais en fait, c'est déjà des enfants qui font énormément d'efforts, qui donnent déjà tout ce qu'ils peuvent et qui sont souvent en situation d'échec parce qu'ils ont beau tout donner, mais ils sont quand même énormément en difficulté. Et c'est important aussi ce format, le fait de pouvoir aussi faire une vidéo et de pouvoir aussi changer un petit peu les mentalités parce que agir aussi sur les adultes, c'est agir aussi sur les enfants. Et des fois, c'est vrai que je les sens un petit peu démunis, les adultes, mais il faut aussi qu'ils arrivent à comprendre ces difficultés-là. Voilà. C'est pas de la mauvaise volonté. Voilà. Comment se manifestent ces troubles au quotidien? Alors, souvent au quotidien, donc ça va être surtout dans le quotidien des enfants à la maison, dans le cadre scolaire également. On va souvent trouver des enfants qui sont souvent très fatigables au niveau de l'attention également, beaucoup d'agitation motrice, c'est le cas pour tout ce qui va être TDA avec hyperactivité, où là vraiment en termes d'agitation motrice, c'est vrai qu'il va y avoir quand même pas mal d'agitation. Ces enfants qui peuvent aussi présenter une grande lenteur, c'est pour ça que souvent on leur donne plus de temps aussi pour faire certains exercices,
qu'il ne faut pas souvent les presser, etc. Ils ont besoin vraiment de temps pour faire les choses. Et également, souvent, difficulté à comprendre les consignes. Donc, prendre le temps de mieux les comprendre, d'essayer de savoir ce qu'ils ont compris ou pas, essayer de répéter certaines choses. Ça leur permet aussi de se recentrer et de pouvoir travailler en conséquence et de réussir. Et si je suis un parent ou un professionnel paramédical ou de l'éducation, qu'est-ce que je peux faire pour me renseigner, pour essayer de mieux comprendre ces troubles ? Alors, tout simplement, déjà s'en référer aux professionnels de santé, c'est très important, parce que du coup, en général, c'est quand même des diagnostics. Donc, voilà, si jamais vous voyez quelque chose ou qu'il y a quoi que ce soit, surtout, référez-vous à un professionnel de santé, neuropédiatre, pédopsychiatre, etc. Déjà, commencez par un médecin. Ensuite, lui va vous orienter et vous dire s'il faut aller voir plutôt un psychologue, un ergothérapeute, une psychomotricienne ou psychomotricien, etc. Et à ce moment-là, vous pourra un petit peu plus vous aider et ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur votre enfant si jamais il y a des difficultés. C'est super intéressant ce que tu nous dis et si on a envie d'aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors tout simplement, j'ai créé récemment une formation où je reprends un petit peu les bases théoriques et tout ce qui va être en fait important pour mieux comprendre en fait ces troubles à la base. Parce que je pense que c'est important de connaître bien les bases un petit peu scientifiques et théoriques. Alors vous inquiétez pas, c'est pas un cours non plus trop compliqué, c'est quand même accessible. J'essaie de faire en sorte que ce soit vraiment le plus accessible, vraiment à tout un chacun. Et voilà, il n'y a pas de prérequis, rien du tout. L'objectif c'est vraiment d'avoir un peu plus de bases théoriques pour mieux comprendre ces troubles. Et lorsqu'on vous en parle, ou en tout cas que vous êtes confronté à des professionnels de santé, ou même que vous voulez expliquer, que si vous êtes parent, vous voulez un petit peu plus expliquer aussi aux professionnels de l'éducation nationale, n'hésitez pas, ça vous permettra d'avoir des petites bases, des petites choses et mieux comprendre aussi certains termes ou certains termes scientifiques où vous avez peut-être des difficultés à comprendre. Merci Lucie. Oui, merci à vous. Est-ce que c'est en présentiel ou c'est en vidéo ? Alors, c'est en vidéo. Du coup, oui, désolé, effectivement, c'est en e-learning. Donc, en fait, vous y avez accès quand vous voulez. Vous vous connectez sur la plateforme et vous n'avez plus qu'à vous pouvez voir, vous verrez, c'est des petites vidéos assez courtes. À chaque fois, je parle d'un trouble en particulier et à chaque fois, c'est entre 10 et 15 minutes. Donc, c'est assez rapide. Ça ne vous prend pas trop de temps et vous pouvez le faire quand vous voulez. Il n'y a pas de souci, à votre rythme en tout cas. Lucie, on a quelques questions pour toi qu'on a reçues par mail. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, un DM sur Instagram. On se fera un plaisir d'y répondre dans un prochain live ou une prochaine vidéo. Alors, j'ai une question d'une maman qui nous demande, pour le cas d'un multidis, à partir de quel âge, généralement, il y a la mise en place d'un ordinateur ? Alors, généralement, je ne suis pas pour la mise en place d'ordinateur tout de suite quand même. Je sais que ça fait partie de mon métier et que c'est mes prérequis, on va dire, en tant qu'ergothérapeute. Mais en général, je conseille plutôt à l'âge au niveau du CE2. Si vous voyez que vraiment il y a des difficultés, que les professionnels reviennent vers vous, surtout de l'éducation nationale, vous informe quand même déjà de difficultés un petit peu graphiques. Je vous conseille de faire déjà un premier bilan à partir du CE2. Et en général, ensuite, courant du CM1, commencez vraiment un suivi si jamais dès le CE2 on observe des difficultés. Sinon, ce que vous pouvez faire, si on voit au bilan en CE2 que ça reste quand même encore, on va dire, pas trop mal et que l'enfant n'est pas vraiment encore en difficulté, attendre vraiment la fin du CE2, commencer peut-être le premier semestre de CM1 et voir si vraiment là ça se manifeste concrètement. À ce moment-là, vraiment peut-être mettre directement en place les séances. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents qui sont un peu sceptiques par rapport à l'ordinateur justement ? Alors oui, c'est vrai qu'on parle souvent de l'ordinateur comme un écran supplémentaire à la maison, mais en fait ça dépend comment en fait vous consommez l'écran tout simplement. Donc là, si c'est dans le cadre du travail scolaire, que vous utilisez ça et que au contraire ça permet de développer la concentration de votre enfant dans le cadre scolaire, au contraire c'est pas un écran supplémentaire qui n'aura pas d'utilité ou qui sera comme la télévision ou voilà, les réseaux sociaux ou peut-être certains jeux, etc. sur tablette. Ça va être vraiment dans le cadre vraiment scolaire et donc non, au contraire, ça va être là vraiment pour l'aider. Donc complètement. Je sais qu'il y a vraiment des idées reçues sur l'ordinateur, mais au contraire, ça dépend de comment votre enfant l'utilise et surtout comment vous aussi vous arrivez à cadrer tout ça. Et en général, comme nous on travaille quand même là-dessus, le but c'est quand même de responsabiliser l'enfant assez tôt sur l'importance de l'ordinateur pour lui et dans le cadre de ses difficultés. Toi, tu es là aussi pour accompagner les enfants, mais aussi les parents du coup. Oui, bien sûr. J'essaie en tout cas de faire de la pédagogie, de leur expliquer. Je sais que ça peut effectivement effrayer. Aujourd'hui, c'est vrai que les enfants passent beaucoup de temps sur les écrans et je comprends leur inquiétude, mais en tout cas, l'objectif là vraiment, c'est dans un cadre vraiment bien précis de rééducation, c'est médical, donc en général, quand même, c'est en général bien accueilli. En tout cas, je fais en sorte que les parents le voient comme un réel outil pour leurs enfants.
Alors, j'ai une autre question d'une maman qui me demande quels sont les autres outils que vous pouvez utiliser en ergothérapie. Alors, en ergothérapie, donc il y a aussi, alors il y a tout ce qui est partie vraiment informatique, effectivement, et en général, c'est, on va dire, 90% du temps, on parle beaucoup de l'ordinateur et c'est pour ça qu'on me contacte en général. Mais en tant qu'ergo, on a aussi, du coup, un rôle, c'est par rapport à tout ce qui va être apprentissage de l'écriture également. Donc, il y a de nombreux ergothérapeutes qui font ça également, qui travaillent sur la rééducation de l'écriture. Bien évidemment, on va dire en parallèle avec aussi la psychomotricité. Je ne sais pas si c'est intéressant, mais on peut également en parler. La psychomotricité aussi, c'est tout ce qui va être relation au corps, etc. et qui est très complémentaire en fait avec notre approche en tant qu'ergothérapeute, surtout dans le cadre de l'apprentissage de l'écriture. Et les autres outils, effectivement, ça peut être par exemple des guides doigts ou des choses pour améliorer un petit peu la prise de l'outil. Parce que c'est vrai qu'en général, ce qui pose souci avec ces enfants, c'est surtout la manière dont ils ont de tenir le stylo aussi et qui va en fait avoir un impact effectivement au niveau musculaire et articulaire au niveau de la tenue du stylo. Et souvent, ça vient d'un inconfort et en fait, l'enfant va mettre des stratégies, son corps va faire comme une sorte de schéma corporel qui va faire qu'il va avoir des difficultés aussi d'apprentissage de l'écriture à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt de la rééducation fonctionnelle. Et là, effectivement, des petits guides doigts, des petites choses qui peuvent l'aider. Ça peut être des élastiques. Vous pouvez trouver plein de choses comme ça sur Internet. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais également vous guider là-dessus. Il y a une dernière question d'un papa cette fois-ci qui nous demande si mon enfant est sur l'ordinateur, est-ce qu'à un moment donné il va perdre l'écriture? Arrivera-t-il à écrire? Alors après, on perd jamais vraiment l'écriture. Alors, j'ai souvent cette question, c'est vrai qu'on me l'a, franchement, je l'ai quotidiennement. En fait, le fait de passer à l'ordi, on a l'impression qu'on va oublier d'écrire. Alors pas du tout, hein. C'est comme le vélo, quand on apprend à faire du vélo, en général, on n'oublie pas. C'est des choses qui sont quand même assez ancrées, surtout que les enfants débutent quand même l'écriture assez tôt dans leur apprentissage et dans leur développement. Donc c'est des choses quand même qui sont quand même ancrées, donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Au contraire, en général, quand ils passent sur ordinateur et qu'ils écrivent un petit peu moins, les enfants qui présentent en tout cas des dysgraphies ont des difficultés au niveau de l'écriture, vont avoir moins de difficultés, au contraire vont mieux écrire et leur écriture va s'améliorer tout simplement parce qu'au niveau surcharge cognitive, au niveau cognitif, on va être beaucoup moins surchargés cognitivement et donc effectivement ça va les aider du coup à mieux écrire et en tout cas le peu de temps où ils auront à écrire et quand ils écriront, ils écriront mieux et ils pourront bien s'appliquer. Donc voilà, effectivement si on leur laisse le temps, ça c'est normal. Merci Lucie. Est-ce que pour terminer cette petite vidéo, tu aurais un dernier mot à adresser aux parents, aux professionnels qui nous ont regardés? Oui, alors déjà, tout d'abord, je suis vraiment ravie d'avoir pu faire cette vidéo. C'est vrai que c'était important de pouvoir expliquer un petit peu, mieux comprendre et surtout agir auprès des adultes parce que c'est vrai que souvent j'agis auprès des enfants, je rééduque beaucoup les enfants. Mais c'est vrai que les parents, les professionnels de santé, les professionnels de l'éducation nationale, on doit tous œuvrer ensemble pour que ces enfants se sentent mieux, se sentent écoutés et surtout qu'il y ait de la compréhension et de la bienveillance de la part des adultes auprès de ces enfants parce qu'ils ont de réelles difficultés et il faut vraiment les prendre en compte, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup Lucie. Oui, merci beaucoup et à bientôt pour un prochain live, j'espère, ce serait super. Live, une vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est Thérapie Academy, suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous y retrouverez du contenu sur les troubles du neurodéveloppement notamment, également d'autres choses concernant l'éducation, la thérapie, la pédagogie. Et pour aller plus loin, on vous propose également des formations, des e-books. Donc restez connectés et merci à vous. Merci, à bientôt.